Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Média Plus Télévision, la chaîne panafricaine. Je suis votre humble serviteur Providence Lokouli, le présentateur de cette rubrique spéciale Patriote ou Patriotisme Plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Maître Chris Sam Lukusa, qui est le coordonnateur de l'ONG de défense des droits de l'homme au nom de Religion Citoyenne pour la promotion des droits de l'homme. Il est déjà là dans ce plateau avec moi que j'ai l'honneur de saluer. Bonjour Maître Chris Sam Lukusa. Bonjour mon cher ami Providence. Maître, est-ce que nous pouvons avoir un briefing de votre mouvement ou ONG, Religion Citoyenne? Pourquoi Religion Citoyenne? Bon, Maître Chrisam Kabia Lukusa est le coordonnateur d'une ONG renommée, la Religion Citoyenne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Dans notre ONG, nous avons beaucoup plus pensé utiliser ces termes religion parce que d'une manière générale et dans les communs des mortels, le terme religion est un terme sacré. Donc lorsqu'on voit la religion, nous voyons comment les gens ont tendance à voir la considération. L'ONG existe depuis quand? L'ONG existe depuis 2018. Et quelles sont vos différentes actions phares qui ont influencé positivement le droit de l'homme dans notre pays? Nous avons intervenu dans plusieurs dossiers en caractère des droits de l'homme. Nous pouvons citer les dossiers Filimbi, nous pouvons citer les dossiers des militants des vigilances citoyennes qui est chapeauté par la bien nommée Gloria Senga. Donc nous avons y amené plusieurs actions dans le cadre de notre organisation. Comme vous avez suivi, chers téléspectateurs, il est bel et bien avec nous, Maître Chris Sam Lukusa, sur ces plateaux avec qui nous allons pouvoir parler sur l'actualité dominante. Aujourd'hui, il sera vraiment bel et bien dans sa casquette de maître avocat ou encore de juriste. Nous allons pouvoir procéder minutieusement par cette procédure de l'affaire Caméré qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. Et sinon, maître, nous entrons à l'actualité. Nous voulons savoir, vous avez milité pour le droit de l'homme dans ces pays, pour la justice dans ces pays. Dès lors que vous avez entendu que monsieur l'honorable Caméré fut interpellé, quelle était votre première impression? Bon, c'est un sentiment positif. C'est un sentiment positif pour le simple fait que nous avons eu à militer depuis belle lurette dans le cadre de faire de la République démocratique du Congo un état de droit dans lequel toute personne devrait se soumettre dans les lois établies, en commençant par le président de la République, jusqu'à dans les... peu importe les secteurs. Et voilà, aujourd'hui, quand nous récoltons les résultats tels que le directeur du cabinet du président de la République a été interpellé, donc c'est pour nous un sentiment positif, un sentiment qui témoigne les résultats d'un combat mené par des mouvements citoyens, par la société civile, qui aujourd'hui pouvons conclure avoir arrivé au moment des retombées, au moment où nous devons récolter les retombées. Maître, quel est le fond de ces dossiers à votre disposition? Bon, sans vouloir interférer dans la phase préjudiciaire, qui est une phase essentiellement secrète, mais je peux ne pas toutefois me permettre de donner mon avis. Alors, par rapport à cette arrestation, nous savons tous que les directeurs du cabinet du chef de l'État étaient chargés à gérer le portefeuille du programme de 100 jours qui était lancé bel et bien par lui-même, le numéro 1 de la République. Et après un moment, on avait constaté que le travail n'avait pas avancé. Il y a eu plusieurs hypothèses qui étaient mises en œuvre par les experts. Et à un moment, nous avons tous senti l'arrêt des travaux. Et c'est à ce moment que tous les Congolais
qui étaient victimes des embouteillages et autres tracasseries, était obligé d'élever sa voix afin de comprendre ce qui s'est passé exactement. Alors c'est sur base de cette pression que le président de la République lui-même avait pris l'initiative de faire l'inspection des travaux des 100 jours, et après cette inspection, il avait compris que le travail n'était pas réalisé tel que convenu à l'initial. Et c'est par cette émotion qu'il avait bien voulu initier, il avait bien voulu que le tribunal puisse s'accaparer de la situation, en fait de mener les enquêtes pour savoir qui serait à la base de cette non-évolution, non-avancée des travaux de 100 jours. Et voilà, après l'examen, nous comprenons maintenant qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été cités, entre autres les directeurs de la banque en place, qu'on appelle tous communément Robank. Et puis il y a également les ministres des Finances qui est allé aussi s'exprimer, déposer sa position. Il y a aussi le gouverneur de la banque qui a fait sa déposition. Et aujourd'hui, nous avons compris que les directeurs du chef de l'État, il était également cité dans cette affaire. Et lors de sa déposition, le parquet a jugé bon de les retenir pour des simples faits qu'il était porteur des indices sérieux de culpabilité. Et c'est ces indices sérieux de culpabilité qui a poussé le parquet de les placer sous mandat d'arrêt provisoire que nous attendons aujourd'hui si le tribunal de paix va se permettre de prononcer sa mise en liberté provisoire, parce qu'hier ils ont y assiégé dans la chambre du conseil, et aujourd'hui nous attendons la décision si c'est fait que le tribunal de paix agit favorablement à sa demande introduite par ses avocats. Il aura bel et bien sa liberté provisoire. Entre-temps, cela ne remet pas en cause la poursuite. C'est-à-dire, le parquet doit bien vouloir instruire les dossiers, réunir les éléments nécessaires et puis déférer les dossiers devant le tribunal compétent qui sera en mesure d'entendre M. Kamere et tous ses complices dans les affaires du 100 jours. Maître, à vous entendre parler, vous avez bel et bien révélé que M. Kamere a été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Et en votre optique juridique, pensez-vous que la procédure a été respectée? Certainement, je répondrai affirmativement que la procédure a été respectée, parce que M. Kamere a été invité d'abord comme étant renseignant. Et en arrivant sur place, il y a eu une petite confrontation avec les éléments en possession du parquet. C'est lors du confrontation qu'on avait compris que M. Kamere n'avait plus le statut du renseignant et à un certain moment devait répondre comme acteur principal. Et c'est à ce moment de cette confrontation que le tribunal avait, que le parquet général avait estimé qu'il était important de le garder, quand bien même que sa fuite n'était pas à craindre, étant donné qu'il est... C'est que nous voulons y arriver, parce que beaucoup de gens se disent Kamere qui a quand même une adresse connue, Kamere, une personne qui exerce des fonctions publiques dans ces pays. Est-ce qu'il n'y avait pas probabilité qu'il puisse être mis sur résidence surveillée? Ça ne serait pas la meilleure des choses pour lui. Bon, je dirais que la justice reste indépendante dans sa façon d'agir. C'est que nous, en tant qu'avocats, on peut tirer comme leçon ou encore comme motivation de sa mise en détention. C'est beaucoup plus les indices sérieux de la culpabilité dont faisait l'objet M. Kamere. Donc c'est à l'issue de ces indices que les parquets plutôt avaient jugé bon de les placer en garde à vue pour ne pas perdre d'autres éléments. Parce qu'en sortant, en tant que président, en tant que directeur du cabinet de la République, il était en mesure d'aller influencer l'affaire dès lors qu'il sera à l'extérieur, avec tous les moyens qu'il a, avec son opulence, il est en mesure d'influencer l'affaire. Alors c'était dans ce sens-là que le parquet avait jugé bon de les placer sous mandat d'arrêt provisoire. Question pour M. Kamere de passer en confrontation avec d'autres cités. Et c'était par après que le sort de tous ces cités sera connu à l'issue d'une décision judiciaire que nous attendons tous.
Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes là sur ce plateau avec Maître Chris Sam Lukusa. Nous vous balançons ensemble avec la régie les éléments. Vous allez voir comment est-ce que Monsieur Kamere a été entendu au niveau du parquet de Kinshasa, Matete, Alimete, 4e rue. Et après, nous allons revenir avec Maître Chris Sam Lukusa sur ce plateau. Nakati ya parquet yo chargé mon là où la police a vraiment chargé son arme. Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur ce plateau. Maître Chris Sam Lukusa, nous avons ensemble suivi les images du directeur du cabinet, Monsieur Kamere. Quelles sont vos impressions? Est-ce que le traitement a été digne de son rang? Bon, s'il faudrait répondre à cette question de savoir si le traitement était digne de son rang, je dirais oui, parce que jusqu'à la preuve du contraire, M. Kamere, directeur du cabinet du chef de l'État, bénéficie bel et bien de sa présomption d'innocence, c'est-à-dire que tant que l'affaire n'est pas encore tranchée par le tribunal ou par la juridiction compétente, il demeure innocent. Mais seulement, je suis en train d'insister que si sa mise en détention... Il est encore sous mandat d'arrêt. Voilà, si aujourd'hui il continue de subir cette restriction de liberté qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire, c'est tout simplement parce qu'il devrait avant tout être confronté par d'autres cités. En parlant de ce mandat d'arrêt provisoire, ça a une validité de 5 jours. Et nous avons tous suivi la lettre qui a suspendu des activités judiciaires. Admettons que ce mandat puisse s'achever, les 5 jours du délai étaient achevés, et quel serait le résultat ou la suite du dossier Kamere? Bon, pour cette question, je dirais que quand bien même que Kamere est sous mandat d'arrêt provisoire, mais l'affaire poursuit bien son cours normal. Parce que je vous rappellerai que demain, il y a eu conseil chambre, il y a eu chambre du conseil plutôt, au cours duquel les avocats de M. Kamere ont bel et bien introduit une lettre de la mise en détention. Et pour vous faire comprendre la notion, je vous dirais que ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas la Cour de cassation qui est habilité à connaître cette irrégularité. Donc déjà, la loi confère cette compétence au tribunal de paix, qui d'ailleurs a siégé hier pour essayer de régulariser. Et si je dois rester optimiste, je dirais qu'avec tous ces moyens financiers que M. Kamere possède dans son patrimoine, il aura bel et bien négocié avec le tribunal ou avec la justice afin d'obtenir sa mise en liberté provisoire. Donc ça, c'est vraiment une chose que je peux parler avec pour éclairer l'opinion, nous le savons tous que M. Kamere est dans le rang du vice-premier ministre. Et sinon, il est justiciable près de la Cour de cassation. Et sinon, comment expliquer que le parquet d'appel puisse signer son mandat d'arrêt provisoire? Ça ne serait pas contradictoire? Ce n'est pas du tout contradictoire. En droit, lorsqu'il s'agit du ministère public, il y a un principe d'unification du ministère public, c'est-à-dire le procureur général de la République peut être représenté par n'importe quel magistrat. Et s'il faudrait rappeler, je dirais que dans cette affaire,
lorsque Caméra a été invité, dans un premier temps, il était venu se représenter comme renseignant. Il était venu se représenter comme renseignant par rapport à des données que la justice voulait avoir des éclaircissements, tout ça par rapport à la gestion des fonds loués aux travaux de 100 jours. Mais seulement, c'est lors des confrontations que Caméra a été cité dans plusieurs manœuvres. Alors c'est à l'issue de cette occasion que les tribunaux, que les parquets général du parquet de Matete devait aussi varier pour essayer de les maintenir afin d'avoir beaucoup plus d'éclairage. Alors c'est à l'issue de ça, donc il n'y a pas d'inconvénients juridiques. Vous êtes aussi analyste politique, sinon que dites-vous des gens, et principalement de militants de l'INC, quand ils crient aux diabolisations et à l'acharnement contre leur leader? Bon, je dirais plutôt que beaucoup de gens ont voulu profiter de cette occasion pour essayer de naviguer dans des hypothèses juridiques qui n'auront pas lieu dans ces pays. Je me réjouis aujourd'hui du simple fait qu'avec le régime actuel, nous avons vu des grandes personnalités être mises en détention provisoire. Nous avons vu beaucoup être interpellés, alors que dans les vieux temps, c'était un régime des intouchables. Donc aujourd'hui, si je vois des professeurs de l'université et d'autres opinions qui se permettent de vouloir politiser cette affaire, j'ai même lu d'autres articles qui parleraient de la complicité du président de la République dans cette affaire. Donc des hypothèses que moi je qualifie de non avenies. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devons tous louer. Si aujourd'hui on se permet de voir des personnalités telles que le directeur du président de la République être placé à mise en détention, c'est quelque chose que nous devons tous louer. Et alors, maître, qu'est-ce qui arriverait aux carrières politiques de M. Caméré si jamais il serait condamné sur l'affaire de détournement de fonds? Cela ne va pas inquiéter son éligibilité aux élections prochaines? Mais mon cher ami, c'est la justice. On n'a pas intérêt à mystifier cette hypothèse, c'est la justice. S'il s'avère que Caméra avait bel et bien fait des manœuvres dans les fonds affectés dans les programmes de 100 jours, donc il n'a qu'à purger sa peine et puis son congé judiciaire sera biaisé et par conséquent, on ne le verrait plus se présenter dans les élections de 2023. Donc nous devons être conséquents à chaque fois que nous posons des actes. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'occasion de gérer les sommets de l'État ou d'avoir une grande parcelle de pouvoir dans les pyramides de l'hiérarchie qu'on doit se permettre de poser n'importe quel acte. S'il s'avère qu'il a détourné, il sera condamné et le casier judiciaire sera biaisé et puis à la fin, il n'a qu'à tirer des conséquences. C'est logique. Et c'est ça l'état des droits que nous avons tous milité, chanté, essayé de secouer par-ci, par-là pour essayer de mettre ça en réalité. Voilà qu'aujourd'hui nous vivons la réalité. Et puis il n'est pas seul. Il n'est pas seul, je vous rassure que non. En tout cas, avec le temps, il y aura toute une chaîne qui va s'en suivre un cortège. Donc, ça continue. Et maître, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet avènement d'un état de droit instauré dans notre pays auquel il n'existerait plus le Congo des intouchables? Je suis content. Je suis content du simple fait de palper aujourd'hui les réalités du droit d'un Congo qui voulait se faire un état de droit. Aujourd'hui, nous sommes tous contents. Donc c'est un sentiment positif, je continue à le répéter. Et sinon, maître, nous entrons dans notre deuxième sujet qui est le coronavirus. Comme vous le savez, que nous vivons déjà en plein confinement. S'il faudrait parler un peu de cet aspect juridique, aujourd'hui on parle de l'état d'urgence sanitaire. Juridiquement, si vous pouvez éclairer l'opinion, c'est quoi l'état d'urgence? État d'urgence, d'ailleurs j'aimerais bien essayer d'éclairer l'opinion suite à beaucoup de controverses ou de confusions qui règnent dans les chefs de l'opinion. J'ai entendu d'autres personnes considérer
l'état d'urgence au même rang que l'état des droits. Donc ce sont des notions différentes. Lorsqu'on parle d'un état d'urgence, c'est l'État. C'est l'État et non État. Donc ici, je dois me faire comprendre, cela veut dire l'état d'urgence n'est pas comparable à l'état des droits. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'état des droits, on voit l'État comme une organisation. Tandis que l'état d'urgence, on peut l'assimiler à une circonstance exceptionnelle ou à une situation temporaire que l'État normalement devrait essayer de s'assimiler pour remettre les choses en état. Donc ce sont des mots qui parfois arrivent dans l'opinion comme si l'état d'urgence était considéré à l'État. Même au chef de juriste, la différence, y a-t-il une différence entre l'état d'urgence et l'état de siège? Sur la forme, je ne vois pas une grande différence. Parce que l'état d'urgence, l'état de siège est tout à fait considéré comme une circonstance exceptionnelle qui peut détourner la régularité des institutions, qui peut amener l'État, par exemple, lorsqu'on parle de l'état de siège, la police peut jouer le rôle de l'armée et l'exécutif peut se permettre de prendre une loi. Donc c'est un état de dysfonctionnement, s'il faudrait les simplifier. Et alors, maître, aujourd'hui, nous sommes en plein état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, sinon, quels seront ses effets par rapport aux conjonctures actuelles? Nous ne sommes pas dans un état d'urgence sanitaire, nous sommes dans un état d'urgence. Nous ne sommes pas dans un état d'urgence sanitaire, mais nous sommes dans un état d'urgence, dans un contexte spécifié qui est sanitaire. Raison pour laquelle aujourd'hui les libertés publiques sont remises en cause. Nous n'avons plus le droit de pénétrer à Gombe. Nous n'avons plus le droit de se déplacer comme auparavant. On n'a plus le droit de voir les chauffeurs taximens emporter 5 personnes ou 4 comme c'était avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une circonstance qui a essayé de créer des dysfonctionnements. C'est cet dysfonctionnement-là qu'on appelle état d'urgence ou état de siège. Mais c'était pour 30 jours. Et puis, il fallait que les parlements puissent se réunir pour pouvoir adopter une loi d'accompagnement qui va nous permettre soit de prolonger ou soit de s'arrêter aux 30 jours tel qu'était déclaré par le président de la République. Et alors, maître, que dites-vous de cette hypothèse qui se disent que les hommes politiques, en prenant certaines décisions, ont exercé de la menace au chef de la population et cela a occasionné encore une propagation de ces virus? Donc ce sont des pratiques que nous condamnons parce que dès l'entrée du jet de cette virus à corona dans notre pays, nous étions butés premièrement par un problème sérieux de la communication dont le chef du ministre de Santé, déjà sa façon de communiquer à l'entrée du jet de cette maladie n'avait pas permis aux Congolais de prendre ça au sérieux. Deuxièmement, les décisions prises par les gouverneurs de la vice-province de Kinshasa fait aussi à ce que beaucoup de gens aujourd'hui arrivent à saboter ou sabotent tout ce qui est édicté comme mesure préventive. Par exemple, lorsqu'il avait pris sa première mesure de confinement pour la ville-province de Kinshasa, les Congolais s'étaient préparés, alors que l'échéance dans laquelle il avait joué, c'était tout d'abord très courte. Et cela avait poussé à tout le monde de sortir, d'aller se ravitailler dans les grands marchés. Et cet engouement avait permis à ce que les gens puissent se contaminer en masse. Et lorsqu'il a, à la veille de ce confinement, remis en cause sa décision,
vous voyez déjà que ce sont des choses que nous ne pouvons pas considérer comme du sérieux dans la gestion de la République. Et alors, maître, de tels comportements auraient de répercussions pénales? Bon, il suffit de la société civile, où les défenseurs des droits de l'homme saisissent la juridiction compétente et puis attestent avec preuve que M. Gentini Ngobila a été bel et bien l'initiateur de ces occasions qui a fait à ce que le virus à Corona se dispatche de manière massive. Il fera face à la loi. Maître, quelles sont vos impressions quand vous voyez aujourd'hui la commune de Gombe être confinée? Il y a quand même des agents de l'État qui sont en train de désinfecter la commune. Quelles sont vos impressions? Bon, j'encourage cette initiative du simple fait que en dehors des mesures de barrières ou de couvre-feu, confinement, jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore un traitement fiable qu'on peut attribuer ou encore qu'on peut évacuer ou éradiquer avec ces virus qui nous tourmentent tous. Donc les mieux à faire, c'est d'observer d'abord ces mesures de barrières et puis essayer de mettre en pratique toutes ces mesures prises par les autorités de la ville ou par le président de la République pour essayer de nous préserver de cette épidémie. Donc on encourage. Nous sommes arrivés à la fin, sinon quels seraient vos derniers mots? Bon, en tant que défenseur des droits de l'homme, je tiens également à profiter de cette occasion pour essayer de sensibiliser la population, c'est-à-dire tous les Congolais, de bien vouloir respecter les mesures des barrières prises par les autorités, essayer de ne pas faire trop de mouvements pour se prémunir de cette pandémie qui ronge le monde entier. D'ailleurs, ici en Afrique, nous sommes encore dans un élan qui peut faire à ce que nous glorifions le Seigneur par rapport ou contrairement à d'autres pays que je peux citer, les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. Donc il suffit pour nous de mettre du sérieux. Essayer de banaliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à banaliser cette pandémie, alors que c'est quelque chose qui requiert une solidarité au niveau du traitement, qui requiert beaucoup plus d'attention au niveau de la République. Et nous espérons qu'avec toutes ces mesures prises par les autorités, nous finirons par vaincre ces pandémies. Donc c'est ça comme dernier mot de la fin. Et puis vous remercier pour m'avoir invité dans votre émission. Merci. Merci chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre tranche patriotisme plus d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur votre chaîne Média Plus Télévision. Et je ne peux pas oublier de dire un grand merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je salue Paulin, je salue Maître, je salue le cordon Alain Moulumba et aussi mon chef, mon patron bombastique Sylvain. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Restez branchés sur votre chaîne Média Plus Télévision. La meilleure est à venir.